Dis-moi, tu m'as invité à venir te rendre visite, ce qui est toujours un plaisir pour moi, tu le sais, parce que tu as un projet. Alors, un projet, tu m'as montré ici un prospectus où je lis les peintres du ciel, peintres de l'utopie, avec un extrait de cette. C'est pas une toile, c'est un papier, c'est quoi derrière là? C'est une peinture, c'est une vision de Rome, hein, où l'Antiquité se déplace au-dessus de la ville, puisqu'il s'agit du ciel, et va bombarder la Rome baroque. C'est une espèce de renversement de l'histoire. Oui. Et ça, c'est un grand projet alors? Oui, c'est un grand projet, mais le titre lu aujourd'hui éveille chez moi des doutes de la conduite de ce titre même, quoi. Ah bon? C'est-à-dire que je crois qu'on est contraint d'écrire le projet pour se donner une ligne, de se donner des perspectives, et puis après il y a la peinture, il y a la primauté de la peinture, la primauté du fer qui intervient et qui met un peu d'ordre dans tout ça et sur tous les possibles. C'est un appât finalement, quoi. Euh, Un appât, hein? oui, mais ça donne quand même une ligne et des intentions. Oui. Tu vois, tu sais, je lisais donc les peintres du ciel, peintres des utopies, et je vous imaginais, vous les peintres, en train de considérer le ciel comme une toile, à l'assaut de laquelle une myriade de peintres se mettraient à dispenser des couleurs. Bah, C'est une utopie, hein? c'est une utopie, mais enfin, moi j'ai un point de départ très précis quand même, qui est dans la logique de ce que j'avais fait sur une approche sur les maniéristes. Et puis j'ai pris le baroque en continu et normal, dans la normalité de l'histoire de la peinture. Et il est vrai que le baroque, on ne le découvre principalement que dans les églises, et qu'il y avait des intentions délibérées quand même de mettre sur les gens, sur les humains, quoi, sur la chrétienté en particulier, une espèce de couvercle. Je donne une image couvercle de la marmite, le couvercle peint, quoi, où on donnerait la limite d'un monde en disant que derrière il y a un autre monde, un monde meilleur. C'était un peu la fonction peut-être des peintures, des plafonds des basiliques et des églises. Ah, là, la peinture, elle avait une fonction aussi bien affirmée et on n'en démordait pas, donc on n'est plus dans les mêmes problématiques. Moi, je prends le ciel comme support pour parler d'un passé récent, quand même, de ce que j'appelle la redéfinition de ce qui serait pour moi le contemporain, c'est-à-dire la valeur de 3 générations, un père, un grand-père et un enfant, quoi. Et non pas le contemporain qu'on nous fait vivre maintenant, qui est fugitif, qui est rapide, qui est cet après-midi, ce soir, peut-être demain matin. Donc je remonte l'histoire, un peu, c'est une machine, je mets en place une machine de peinture à remonter le temps dans un espace qui serait un siècle. Et des espaces géographiques qui sont des villes. Ben, qui sont d'abord fondés par mes propres origines, l'Italie pour mon père, l'Espagne pour ma mère, et moi le bon gascon que je suis devenu. Et puis l'Européen convaincu que je peux être avec toutes les nuances, tout ce qu'on peut mettre là-dedans. Et en faisant référence au baroque, à cette grande circulation qui régnait déjà en Europe, on veut nous faire croire que l'Europe c'est une invention de maintenant. Ça a été l'Europe des idées, des confrontations, des élites. Maintenant, c'est l'Europe des banquiers. Bon, et moi, je veux parler de l'Europe des humains, de ceux qui l'ont habité, voilà, de ceux qui l'habitent. Oui, de ceux qui la font. De ceux qui la font surtout. Bon, alors là, c'est donc Rome. Hein? On survole Rome sur. Oui, c'est une espèce de métaphore un peu. C'est ton premier ouvrage, ça, sur le projet? Un des premiers, parce que je crois que mon premier déplacement d'adolescent ou de post-adolescent, c'était l'Italie, où j'amenais mon père, qui n'avait pas été depuis 33 ans, je crois. On voyageait moins dans les années 60 que maintenant, hein, c'était plus compliqué. Et c'était la découverte de Rome, où je me faisais enfermer le premier soir dans le Colisée, en douce. Et, voilà, donc c'est cette perception fondée par une littérature des livres d'histoire type Ourtique, le petit manuel rouge là, de l'histoire de l'Antiquité, et où on m'avait dit que tout ce que nous faisions était né à Rome, quoi. Donc, depuis j'ai déchanté.
as-tu d'autres travaux en cours qui ont lieu, enfin qui ont quelque chose à voir avec ce projet, là dans l'atelier? Absolument. Je n'ai pas montré ton atelier encore. On reviendra tout à l'heure sur cette tuile-là que tu es en train de travailler, Oui. hein, éventuellement. Il y a aussi là-bas hein, un motif dont tu nous parleras un peu. Hein, Oui, qui est hors du sujet, mais qui est dans ta peinture. Absolument actuel. Celui-là ça, c'est je vais faire c'est le départ d'une toile sur l'idée des grands moments de Rome, la peste, les bacchanales et le fascisme. Hein, c'est ces trois événements référenciés. Ici Bon, alors moi j'ai parlé d'un voyage en Europe et dans le baroque, oui. mais j'ai parlé du baroque et de ses dérives. Et la meilleure dérive du baroque que je connais, c'est celle de l'Amérique du Sud et du Nord en l'occurrence, puisqu'il s'agit de Mexico, où j'ai travaillé, où j'ai exposé. Et donc de cette rencontre de ces deux civilisations, il y a toute une déclinaison de ce rapport, de cette confrontation, quoi, hein. Donc je dis bien, c'est le baroque et ses dérives. Et dans les dérives, je veux parler du village d'où part cette idée de projet, qui est un village de proximité dans les Hautes-Pyrénées, Pouzac, où on connaît dans les Pyrénées un baroque très rustique, très méconnu et qui n'est pas sans intérêt. Alors c'est un peu dans l'affect aussi, parce que c'était le village où j'habitais quand j'étais étudiant aux Beaux-Arts, donc une espèce tout ça pour dire aussi que je vais me positionner dans ce travail sur mes 40 années de peinture, quoi. Oui, parce que oui, tu n'as pas débuté d'hier. Toujours Rome, mais cette fois vu de l'un des côtés. Et vraiment très beau ton Rome en question. Bien, qu'est-ce que je vois au mur? Ah oui, dessous, qu'est-ce que tu... Ah oui, tu viens de faire glisser ça, oui. Ben, ça, c'est les premières séries sur un an. Je travaille dans la mémoire de ces cités que j'ai déjà traversées, qui seront, si je donne un ordre géographique, qui s'inscrivent donc dans le croissant baroque, qui partent de Séville, Saragosse, Barcelone, Marseille, Rome, Naples, Parme, la ville de mon père. Ce sera ensuite Venise, Prague et Dresde, parce que je voulais une ville allemande baroque qui aurait connu un peu la guerre. Et ça, donc ça, c'est une évocation de la baie de Naples, tout simplement, avec en contrepoint un personnage issu des scènes érotiques trouvées à Pompéi, Pompéi que j'ai découvert en 1959. En participant à une recherche de peinture comme ça, c'est un peu d'émotion. Mais pour l'instant, je ne travaille que dans la mémoire de ces villes et qu'avec l'iconographie que j'ai ramassée. Après, des résidences que je suis en train d'effectuer m'amèneront dans un autre regard sur ces villes, plus contemporain, plus actuel, quoi. Bon, ça c'est l'évocation de Rome et sa grande noirceur dans la modernité, c'est-à-dire le fascisme en l'occurrence. Difficilement évoquer cette ville sans passer par cette période. Mussolini, que j'ai vu hier à la télé, on honorait à nouveau en Italie. On honore à nouveau, hein. Voilà. Bon, ça c'est une déclinaison de la première toile. La première toile, puisqu'on retrouve Rome et sa vue aérienne. Oui. Bien sûr, ceci. Après, on peut... Tu m'attends un peu? Oui. Ah, c'est ta machine tournante, ça. Ah oui, alors, comme c'est une exposition qui a une globalité, je pense déjà carrément comment dirais-je, aux bagages qui vont accompagner. Donc c'est une caisse qui va sûrement me permettre de véhiculer toutes ces toiles déjà. Il y a une espèce de conditionnement. Bon, ça c'est la place du Socalo, mais là tu la filmes à l'endroit. Or, elle est faite. En fait, c'est la grande cathédrale baroque mexicaine que j'ai renversée. Tu as renversé. Voilà. Et dans chaque peinture figure en mémoire et en inventaire de mon travail des dessins qui étaient plus ou moins liés à des situations repérées à l'époque. Ça, c'est
par autoprojection, j'ai reproduit un dessin que je faisais dans l'avion en rentrant l'année des grands tremblements de terre de Mexico. Donc c'est pour ramener le travail vers ma pratique, c'est-à-dire vers ce qui est mon graphisme, ce que je soutiens et défends depuis des années. Voilà, donc là une toile un peu plus flamboyante qui serait de l'ordre des architectures, hein, tête bêche si on peut dire, des temples de Palenque et puis de cathédrales baroques mexicaines. On comprend un peu mieux le pourquoi on a été là-bas. Bon, ça c'est alors dans le travail, il y aura des approches plus sensibles ou plus personnelles. Ça, c'était la découverte de l'univers de la peintre mexicaine juive allemande d'origine, Frida Kahlo. Hein. Ça a été une découverte d'un personnage surtout. Hein. Je connaissais mal sa vie, c'était dans les années 84-85. Oui, tiens, j'écoutais précisément tout à l'heure sur France Culture une émission en venant te rencontrer qui parlait d'elle et de sa vie difficile avec Rivera notamment. Exactement. Moi j'avais été pour voir les muralistes et puis j'ai été complètement accroché par le destin de cette femme. Et parlant du peintre du ciel, ça m'aide aussi à comprendre, pas à comprendre ce que je fais, parce que là je suis dedans, donc je ne sais pas trop ce qui s'y passe, mais à définir ce que je tente de faire quand je parle des peintres du ciel. Cette femme qui avait un corps martyr, puisque gravement blessée, s'était fait mettre un miroir dans l'hôpital et a peint ses plaies pendant tout son séjour hospitalier. Et cette espèce de corps comme ça, de souffrance dans le ciel, pour moi c'était métaphorique un peu, et ça remet un peu ce que je cherche quelque part, et qui est si difficile à dire. Surtout, c'était plus facile à définir comme intention en amont. Maintenant que je suis dedans, je suis à un moment très difficile pour en parler. Ouais. Hein. Étant bien entendu que ce sont ça ne sera pas une exposition plaquée, il y aura une scénographie, il y aura un jeu d'orgue, il y aura des bandes sonores, etc. Bon, ça c'est mon approche de l'Espagne voisine, de Guernica en l'occurrence. Comment être un haut pyrénéen et ne pas penser au versant immédiat et à tout ce que ça suppose, cette histoire que nous avons vécue en proximité. Et en fait, si j'ai pris ce thème-là un peu brutalement et sans rapport à une ville d'intention à visite, c'est parce que j'ai été invité à participer à un concours d'une œuvre en hommage aux républicains espagnols, et où ils nous ont imposé de travailler sur une photo de l'exode dans les Pyrénées, cette photo très célèbre, très connue, d'un vieillard qui tire son enfant qui a une jambe de bois. Oui. Ouais, hein, très connu. Et les républicains de Toulouse ont imposé cette image aux sculpteurs pour travailler. Donc je n'ai pas eu le concours d'ailleurs. La contrainte ne m'intéressait pas trop. Mais j'ai produit cette image. Voilà. Donc ça, tout ça c'est très dans le désordre, parce que l'exposition sera faite du... Et dans le mouvement, quoi. Bah, tu es dans le faire, là, dans l'acte. Tout à fait, mais je ne prends pas... Je pensais que j'allais organiser mon travail comme l'aurait fait une belle agence de voyage. Tu sais, ces agences qui se veulent à vocation culturelle. Il y en a une qui s'appelle Donatello et l'autre qui s'appelle Clio. Et qui font des voyages culturels, des séjours un peu plus pointus quoi, que oui. Pour Isba. Quoi. Et j'aurais pu partir de Séville, parler de mon grand-père, né sujet espagnol, mort soldat français. Ça aurait fait joli. Puis après, j'aurais été à Saragosse et puis après, j'aurais fait naturellement Barcelone, puis Marseille, un vrai tour. Quoi. Alors, dans ma construction, dans la tête, c'est un peu ça, mais dans le faire, ça ne peut pas être ça. Il faut que je rentre dans une confusion, que je mélange les villes, que je mélange les peintures, mes propres histoires. Hein. Ça, donc, voilà. Alors, l'engin, le tunnel, puis donc celle que nous avons aperçue tout à l'heure, qui est donc Rome. Hein. Ben oui, Rome et tout ce qui s'en dit, quoi, parce que Rome, maintenant, c'est une capitale, mais pour moi, c'est très province, Rome. C'est ce qui me plaît d'ailleurs dans Rome un peu.
qui a su effacer son rôle très pesant d'histoire. Et quand j'y vais plus décontracté que dans d'autres villes italiennes où l'histoire de l'art je sais pas, me prend davantage. Alors là, c'est Rome aussi, mais dans le gadget, dans les non-dits. Oui. C'est le Rome antique, mais où je ne fais figurer que ce qui a disparu. Hein. Le reste est un état d'ébauche. Et puis, cette évocation du Bernin avec ses vierges, c'était le même problème que j'ai eu avec Pontormo, quoi, par rapport à Pontormo et la sexualité, Pontormo et les non-dits, quand il peignait ces jeunes gens. Et, bon, là, le Bernin, je sais pas, j'ai un peu dérapé. C'est vrai que je vois un personnage un peu extatique, quoi, qui ne dit pas ce qu'on veut lui faire dire, qui en dit un peu plus. Et alors l'unification dans mon travail sera le rapport de ces graphismes noirs qui sont des dessins puisés dans mes collections personnelles, quoi, de dessins que j'ai aimés ou qui ont marqué un peu mon travail. Hein, plutôt dans l'idée du cri, de la gestuelle du cri. On va peut-être bouger celle-ci, oui, si la faire pivoter, comme ça je serai en mesure de présenter d'autres. C'est-à-dire, je suis un peintre. Oui, tu es un peintre manuel, toi aussi, comme tous les peintres. C'est-à-dire, oui, mais un peintre manuel qui n'est pas encore arrivé au fait de sa gloire et qui n'a pas les esclaves. Il faut que je travaille. Vous avez un côté bâtiment. Bâtiment, les peintres. Moi, j'en suis très fier parce que mon père était un maçon italien. Le mien était plâtrier, donc c'est de parti pris. Voilà. Surtout à la veille du 4 août. Hein. D'accord. Alors là, bon, c'est la première toile que j'ai commise, mais avec une volonté d'être comment dirais-je, d'être un peu appuyé, quoi. C'est mon souvenir j'étais étudiant aux Beaux-Arts et je vais à Rome pour la première fois, donc j'amène mon père toujours en Italie, et puis il y avait des grands débats chez les étudiants, faut-il être pris de Rome, ne pas être pris de Rome. Être pris de Rome, c'était aller dans la ringardise la plus totale maintenant, alors que maintenant, moi qui viens d'être un petit peu professeur dans une école des Beaux-Arts pendant 4 ou 5 ans, c'est du dernier distingué. Aller à la villa, c'est qu'on fait de sacrées belles installations et de sacrées belles vidéos. Donc là, j'ai pastiché, j'ai tout mis, c'est un peu appuyé. Alors c'est M. Malraux qui pousse l'âne que je ne pense pas être, mais c'est pas moi, hein. C'est là-bas, parce que c'était M. Malraux qui était notre grand ministre de l'époque. Oui. Alors c'est l'entrée de la villa française là-bas, quoi, oui. Avec un petit balthus nu dans les airs là-haut, parce qu'il était patron de la maison à l'époque. Ah oui, oui. Voilà. Il vient de nous quitter. D'ailleurs, il est vraiment dans les airs maintenant. Oui, oui, oui. Tout à fait. Tout à fait. Bonjour, et alors, salut Balthus. Et donc en bas, il y a des coupures de presse sur les débats de l'époque, parce que j'ai gardé les journaux de l'époque. À droite, en bleu, c'est l'anonyme. C'est peut-être moi. Hein. Ah. Je cherche à faire rentrer le savoir. Enfin, j'ai pas encore réglé le problème. Hein. J'ai pas encore fait mon autoportrait. Asinus, asinum fricat. Et l'âne frotte l'âne. Voilà. Et le cher Malraux qui est là, bien évidemment, un demi-voilé. Ben oui, il est en restauration. C'est la méthode de restauration des toiles. Oui, putain. Voilà. La diagonale rouge. Ah oui, celle-là, hein? Bon, elle est imposée. Elle s'impose du moins. Ouais. Bon, voilà, pour la suite, on peut en mettre un ou deux en mouvement. Oui, ça demande une petite manip pour tenter de... C'est bien, hein, comme ça, tu sais. Hein, l'esprit est là. Et je voudrais voir aussi derrière, tu sais, je voudrais voir... Ah oui, ça c'est bien évidemment tout splendide. Ce sont toujours des natures mortes étonnantes, tu sais. Hein, ces établis. Oui, mais je suis... moi, là, sur le plan de l'atelier du peintre, j'ai un matériau qui est un des matériaux des plus classiques, des plus convenus, et que je revendique, hein, parce que ce travail aussi, c'est réaffirmer le fait qu'à 63 ans, je n'ai pas envisagé de changer de médium, comme nous disons dans les écoles, et que je redonne primauté à la peinture, primauté à l'image. Là, il y a une volonté délibérée, plutôt que de participer à des polémiques, à des rancœurs, à des aigreurs, ou à des actes désespérés de j'en peux plus, la peinture est condamnée, donc je suis condamné.
là je repars dans une espèce de délire pictural et j'assume complètement. Et celui-là, là-bas? Alors celui-là, c'est un hommage à Marseille. Marseille est une des villes, quand je veux me décentrer ou déconcentrer de la verdure pyrénéenne, c'est une ville dans laquelle je vais prendre refuge, où je vais dans un petit hôtel par-ci par-là, et je me nourris de cette ville aux portes d'un continent qui me paraît être une des villes des plus folles que je connaisse. Et alors là, ça n'est plus Balthus. non, là c'est Brillanti, c'est les funambules, quoi. C'est un retour sur mes peintures, comme dans le Pontormo, où j'avais travaillé un peu sur mes Brillanti, retravail sur Brillanti, quoi. Alors là, il y a la Madeleine extatique aussi de Philippe de Champaigne, qui est dans ce musée de Longchamp à Marseille, cette grosse pâtisserie, cette grosse crème offerte aux Marseillais à la vue de tous les Marseillais, là. Et en termes de porte d'Afrique, j'étais au Soudan l'an dernier, j'ai ramené des portraits de Soudanaises d'une beauté, mais entendons-nous, d'une beauté qui nous ramène à l'histoire, quoi. C'est des hommes et des femmes qui sortent tout droit de ce que l'on croyait savoir des empires nubiens, des choses comme ça. J'ai pas beaucoup voyagé, mais le peu de voyages que j'ai fait, j'ai toujours été sensible aux villes où je retrouvais dans la rue les gens que j'avais vus dans le musée, hein. Et là, c'était des portraits de femmes que je croyais connaître parfaitement déjà. Mais bon, après, quand on reprend les livres d'histoire, on voit l'Égypte, les Nubiens, tout ça, c'était ça, quoi, c'est saisissant. Donc je l'ai mis comme figure emblématique d'ouverture à l'Afrique. Alors c'est des peintures, ces premières séries sont totalement allégoriques, je les revendique comme telles, quoi, hein, voilà. Alors ça c'est débordant le problème des cités, j'évoque aussi quand même un peu l'Europe, et ça c'est une carte des guerres d'Europe. C'est pris dans les manuels d'histoire des écoles militaires. Ce sont des anciennes lithographies qui définissent tous les plans de bataille, toutes les stratégies. Donc j'en ai fait une carte qui sera lue à distance, et chacun trouvera son conflit, sa guerre, quoi. Hein? Voilà. Oui, tout à l'heure j'évoquais le problème du contemporain, et c'est un problème qui me préoccupe beaucoup parce que j'étais un peu angoissé dans ces périodes d'enseignement où on définissait l'art contemporain dans un si court instant. Il y a quelques années, on parlait, quand on disait on est dans la modernité, on n'y est pas. Puis maintenant, ce mot contemporain laisserait croire qu'on a une vie très brève. Donc moi, je remonte à ces histoires-là. Moi, j'ai un père qui a 95 ans et qui me parle de son frère tué par les Autrichiens devant sa maison en Italie, ou pas très loin, à 20 km. C'est une histoire européenne, c'est une histoire contemporaine pour moi, parce que c'est mon père qui me la raconte. Voilà, donc j'approche cette série de peintures un peu dans cet esprit-là. Voilà. Je sais pas, il y a des détails là, il y a des guerres très connues, hein, on pourrait les trouver, mais elles sont un peu confuses. Oui. Il y a des anges aussi, hein, parce que les anges sont toujours au-dessus des soldats, quoi. Ils les encouragent à monter au ciel. Voilà. Ben, j'appartiens aussi quand même un peu à la génération de ces peintres, et puis j'ai commis là-dedans, hein, qui ont voulu parler des conflits, hein, bon, pas toujours avec grande réussite. J'ai appris à mes dépens que de traiter d'un événement en peinture, c'était risqué, mais traiter de la globalité qui porte à l'événement, c'est peut-être une voie encore d'impossible. Voilà. Au lointain, sur ton atelier, là, c'est une chose ancienne que je connais, hein. Ben, ça, ce sont les toiles qui ont quelque part provoqué cette nouvelle série. Celle-ci, hein. Parce que moi, tu le sais très bien, je l'ai déjà dit, je m'autorise des retours en arrière, parce que je pense que quand des choses n'ont pas été dites, ou qu'on a le sentiment qu'on ne les a pas bien dit, ou pas suffisamment, ben je reviens en arrière, moi ça ne me gêne pas. Et ça, c'était des peintures que j'ai fait effectivement à l'époque où nous allions à Florence pour le Pontormo,
et où j'allais à Parme, la ville donc de mon père, où je voyais cette coupole immense perdue comme ça, ce que nous dit. Donc j'avais commis cette série de peintures que j'appelais les peintres du ciel. Alors maintenant je rajoute peintres des utopies, c'est-à-dire sur le ciel pour moi ce serait un grand miroir et puis qui prendrait ce qui est au sol et qui nous renverrait l'image de ce que nous vivons et non pas des images épurées, moralistes, bien disantes et clichés. Voilà. Alors, tu voulais me montrer quelque chose derrière ça? Ben, derrière ça, il y avait... Oui, pour aller au bout des choses. Et ensuite, je voudrais que tu me parles du personnage qui est caché là-bas derrière. Ah ben ça, ce sont des séries plus actuelles. Hein. Nous sommes... Voilà, est-ce qu'on peut parler de cette série actuelle? Absolument. Alors, parle de ce que tu es en train de parce faire, que tu as plusieurs fers à ton feu. Ben, moi, c'est une des capacités que je me donne comme en positif, c'est que je peux travailler sur deux choses et me distancier suffisamment pour ne pas être gêné dans l'accomplissement de l'une, même si elle n'est pas en phase. Voilà, on va poser ça délicatement. Puis la peinture, ça se restaure, c'est pas grave. Oui, là, il y a eu la grande série après le Pontormo, après la grande expo de Florence. Il y a eu une grande série que j'appelais Blason d'un corps. Blason d'un corps, qui était un travail de dessin, de corps fragmentés, de miroirs, de grandes installations, hein, qu'on avait présenté à Venise, Nice et Toulouse. Et maintenant, je donne une version de ce travail, mais plus peint. Hein. Le reste, c'était du blanc et du noir, du papier et de la matière papier, strictement. Là, oh, c'est des techniques, on va appeler ça technique mixte. Et je suis sur une série, j'ai d'autres nus, là on peut en sortir un ou deux comme ça. Je prépare une expo, là c'est bien, l'intention est délibérée. Il y a un projet, voilà. Hein. Mais sur des nus un peu le non-vu du nu, sortir des poses, c'est difficile quand on travaille sur le corps. Hein. Là, je peux t'en montrer deux ou trois. C'est les premières. Hein. Elles sont très, très difficiles à réaliser. Dans des univers peu habités, quoi. Voilà. Voilà, c'est une manière de poser le corps un peu différente. Cette espèce de rayonnement du corps et puis quand même de la grande solitude peut-être aussi. Ouais. On tend peut-être à ça. Voilà. Ouais. Après il y a... Et c'est un peu ce que j'appellerais le corps peu connu, quoi. Là. Si tu veux. Il y a une échelle là, on pourrait peut-être en accrocher une. Je te la donne autrement. Vas-y. Voilà. Et puis je pense que je vais maintenant vers le corps de l'homme aussi. Ça. Là, moi j'aime bien celle-là, qui est le départ, je pense, de ma prochaine expo. Oui, ça c'est des travaux récents, ça. Hein. C'est en cours, le travail en cours. Mais le travail en cours où je suis un peu en trouble quoi, dessus. C'est-à-dire... Et que tu as commencé il y a combien de temps? Il y a combien de temps que tu es peintre, toi, finalement? J'ai 63 ans, je suis rentré aux Beaux-Arts à 17-18 ans, j'en suis sorti à 20. J'ai aspiré à aller vers ça vers les 14-15 ans. Quoi. Ah, ouais. Ah, ça fait un bail. Ça fait... Et quand on y entre, on n'en sort pas, hein? Ben, moi, j'allais dire Dieu merci. Moi c'est un peu la seule chose que j'ai su dire aux étudiants. L'école des Beaux-Arts,
un lieu qui va vous permettre de savoir si vous avez vraiment le désir d'être ce que vous avez choisi de vouloir être. Prendre la mesure de ce désir. Et après, bon, après peut-être il faudrait en sortir des fois. Hein. D'aucuns diront, et les méchants diront qu'il aurait mieux valu que j'en sorte. Mais bon, j'y suis, j'y reste. J'y suis, j'y reste. Et puis bon, parce que j'ai fait autre chose dans ma vie, j'ai fait la politique. Hein, j'ai été un élu du peuple, comme on dit. J'ai fait d'autres petits trucs. J'étais un peu professeur, j'étais un peu... Et puis je crois que là maintenant, au jour d'aujourd'hui, je ne pense pas pouvoir être autre chose que être enfermé dans l'atelier et projeter, 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 projeter. Bien, merci Jacques, hein, merci pour cette visite. Alors, je ne sais comment dire. Est-ce que tu as ton prospectus quelque part par là, non? Mais on doit l'avoir. Il est par là, oui, il est en. Oui, regarde, il est en. Oui, le diable. Il est là-dessus encore, je crois. Oui, oui, oui. Non, encore. Et encore. Ah oui, comme quoi, tu vois, sous la peinture, qu'est-ce que l'on trouve encore de la peinture? Mais c'est que le texte était mauvais, il ne veut pas être relu. Mais c'est tout, peintre du ciel, peintre de l'utopie. Hein? Jacques Rianti dans son atelier. Voilà. C'était une visite de l'atelier de Jacques Rianti à Orlisans, en France. Ah, nous sommes là le 3 août, veille de la fin des privilèges. Dieu merci.